Le point. Je perdis sa trace par la suite. Par moments, je me disais que j'apprendrais de ses nouvelles en suivant le journal télévisé. Il serait devenu une immense vedette du sport dont on parlerait même dans les informations générales, comme un de ces people qui distribuent leur argent au vu et au su de tous pour se mettre en valeur aux yeux des autres. Le Christ n'a-t-il pas dit « Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite ?» Cela étant, je ne leur jette pas la pierre. Si ce qu'ils donnent peut faire reculer la pauvreté dans le monde, c'est déjà ça pour ces malheureux. Un jour donc, en allumant la télévision, j'entendrai parler de mon petit émette. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce fût de cette façon. Je n'étais pas prête pour cela. Ça ne s'arrêtera jamais. Je le revois encore, bambin dans les couloirs de l'école, fredonnant les paroles d'Alabama Blues. Malgré la lassitude qui étreint mon être, la pécheresse que je suis demande à Dieu de préserver mon cœur de toute colère, de tout désir de vengeance, qui n'appartient qu'à lui seul, comme il le dit lui-même. À moi la vengeance et la rétribution, au temps où leur pied bronchera, car le jour de leur calamité est proche et ce qui leur est préparé se hâte. Patience donc, avant de voir ce monde nouveau où justice sera rendue et où nous pourrons tous, blancs, noirs, asiatiques, autochtones et hispaniques, vivre ensemble. En attendant, puisse-t-il me guider sur le chemin de la paix. Bonjour Louis-Philippe d'Alembert. Bonjour. Et merci pour cet extrait de votre nouveau roman paru en cette rentrée 2021, Milwaukee Blues, chez Sabine Vespizer, votre éditrice depuis Avant que les ombres s'effacent, qui a été publié en 2017, suivi par Mur Méditerranée en 2019. Alors on pourrait croire à ce rythme que vous publiez un roman tous les 2 ans, et ce depuis le premier, Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme, chez Stock en 1996, mais ce serait oublier que vous n'écrivez pas que des romans. La poésie est en effet une part essentielle de votre œuvre, et si les auditeurs l'ignorent encore, qu'ils se précipitent sur votre dernier et magnifique recueil, Cantique du balbutiement, paru aux éditions Bruno Doucet, qui ont aussi publié en 2017 En marche sur la terre. Il faut dire aussi que polyglotte vous êtes et que vous écrivez dans votre langue maternelle. Je vous laisse donc lire le titre suivant. Et puis un jour comme ça, tête passe bab bâti. Et puis un beau jour, sa tête s'en alla littéralement. Autrement dit, il perdit sa tête d'une certaine façon. Alors c'est le titre d'un roman donc en langue créole qui est apparu à Port-au-Prince en 2008 chez un éditeur tragiquement disparu, ayant une pensée pour Willems Édouard, qui dirigeait les éditions des Presses nationales, puisque, Louis-Philippe d'Alembert, vous êtes né à Port-au-Prince, dans le quartier du Bel-Air. Pas vraiment, non. Je suis né plutôt à la rue de l'Enterrement. Ah oui. Et dans la même rue d'ailleurs qu'un autre écrivain haïtien qui s'appelle Jean-Claude Charles. Et bien, cette rue a été débaptisée par la suite, appelée par les Duvalier rue de la Révolution. Et c'est après, j'avais près d'1 an quand on a déménagé dans le quartier du Bel-Air. C'est ça, mais votre enfance est au Bel-Air. Là aussi, c'est pareil. Il y a toute une légende autour du Bel-Air parce que bon, c'est le quartier qui m'a marqué le plus. En fait, comme mon frère me le faisait remarquer il y a quelque temps, je n'y ai vécu que près de 5 ans, en fait. Mais c'était un quartier très, très fort où je suis allé vivre dans la même rue qu'un autre écrivain haïtien, Franck Étienne. Franck Étienne. Et puis, après, on a encore redéménagé. D'ailleurs, vous avez cité mon premier roman, Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme, paru en 1996. Et Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme, c'est justement le roman, j'ai envie de dire, de la séparation d'avec ce quartier. C'est mon premier exil, c'est ma première séparation brutale avec un lieu et qui m'a marqué. Et justement, la preuve, c'est que je n'arrête pas d'en parler alors que je n'ai vécu que 5 ans, en fait. Et justement, à propos d'au début, alors moi je me souviens d'un recueil de nouvelles, Songe sur une photo d'enfance, qui était paru au Serpent à Plumes, donc la regrettée maison d'édition de Pierre Astier. Et on sentait dans ce recueil non seulement la peau de votre pays natal, mais aussi un vrai réservoir de tendresse et aussi de blessures, celle de l'enfance d'un orphelin de père.
et qui nourrit d'ailleurs depuis toujours votre œuvre. Mais vos thèmes se sont aussi ouverts et de plus en plus au monde et que vous parcourez d'ailleurs, et aussi à l'histoire avec un grand H. Alors, un peu de but en blanc, Louis-Philippe d'Alembert, qu'est-ce qui a fait de vous un écrivain? Est-ce que vous en avez un souvenir précis? C'est toujours difficile. Il y a des gens qui disent oui, je me souviens de tel moment. Moi, je dirais qu'il y a un faisceau de causes, en fait, si je peux dire ça de cette façon. D'abord, vous savez qu'en Haïti, on parlait de poésie tout à l'heure. Le connaître les poèmes par cœur, c'est pratiquement un sport national. Tout le monde connaît des poèmes par cœur. Et j'avais une mère qui disait beaucoup de poésie et qui connaissait des poèmes, qui le vaquait à ses occupations, mais en même temps, elle disait par moments des poèmes. Donc ça peut être un premier élément. Mais le deuxième, c'est aussi, donc je nais sous une dictature, je grandis sous une dictature et qui a marqué dans notre chair ma famille. Et j'en ai parlé très peu. Mon grand-père paternel ayant été enfermé à Fort-Dimanche. Et donc, ce qui est la prison politique des Duvaliers. Et donc, du coup, très jeune, j'ai eu une conscience politique qui a fait que j'ai commencé à lire ou à écouter un certain nombre de poètes en exil. Et j'ai été marqué par ces poètes-là. Je pensais à l'époque que la poésie pouvait aider à renverser une dictature, en fait. Naïvement, je le croyais à l'époque. Je lisais beaucoup un poète comme le poète haïtien René Depestre en exil, ou comme l'autre poète haïtien Anthony Phelps. Les deux étaient en exil d'ailleurs. Et puis d'autres comme Césaire, bien entendu, pour un Caribéen, ou Saint John Perse, ou encore Nicolas Guillen, le Cubain. Et donc, je pensais vraiment ça, j'y croyais. Et puis, bon, jusqu'à ce que, heureusement, je me rende compte qu'on ne peut pas renverser Ou malheureusement une dictature. Oui. Avec de la poésie, encore moins dans un pays où la moitié de la population est analphabète. Donc, ça peut être un certain nombre de raisons, mais j'ai été pris d'une certaine façon à mon propre piège. Et pour moi, la poésie, au départ, avait un sens. Et donc, le sens, c'était ça. C'était bien sûr, je vais être pris après par les mots, la musique des mots, la sensualité des mots. Mais d'abord, c'était, et j'écoutais des poèmes de Phelps, entre autres, qui étaient interdits d'une certaine façon, qu'on ne passait pas à la radio, où ce ne sont pas des auteurs qu'on étudie en classe. Et donc, à ce moment-là, moi, je pensais que ça pouvait être nécessaire. Donc, j'ai du mal à écrire, en fait, des textes qui ne pourraient parler que de mon nombril, si je veux caricaturer un peu. Alors, vous connaissez aussi bien l'Italie qu'Israël, sans oublier le continent africain et Cuba. Vous demeurez à Paris, enfin du moins sur un pied, et vous n'habitez plus la rue du Faubourg-Saint-Denis. Vous voyez comme je suis bien renseignée, mais c'est simplement que vous avez consacré un roman intitulé La rue du Faubourg-Saint-Denis à cette artère, c'est pour ça que je la cite. Et puis vous vous consacrez aussi, parce qu'il faut quand même bien vivre, à l'enseignement. Et vous étiez ainsi au début de cette année en résidence à Sciences Po. Et un peu avant, même beaucoup, enfin vous nous direz à quelle période, vous avez enseigné aux États-Unis et notamment à Milwaukee dans le Wisconsin. Vous voyez que peu à peu nous allons aborder ce qui fait votre actualité. Donc ce roman intitulé Milwaukee Blues. Alors d'abord, si c'est un blues, est-ce que c'est vraiment le nom d'un blues ou c'est un titre inventé par vous? Ah non, pas du tout. C'est le nom d'une chanson qui est parue, si j'ai bonne mémoire, en 1930 ou 1932, et par Charlie Poole, qui est un chanteur de blues états-unien, et qui en parle. Il devait être originaire de la zone où il se trouvait. C'est une espèce d'histoire d'un vagabond comme ça qui se trouvait un peu partout, qui a envie de rentrer chez lui, d'aller vers l'ouest, il disait, et puis qu'il avait le Milwaukee Blues. Donc, vous l'avez dit, j'y ai vécu, j'ai enseigné à l'université, comment dire là-bas, à Wisconsin-Milwaukee. J'ai également enseigné à Scripps College, en Claremont, en Californie. Et donc, c'est un pays que je pense connaître assez bien, en tout cas un peu mieux
mieux que la moyenne des gens. Et à partir de là, c'était évident pour moi que j'allais écrire un roman sur les États-Unis. En fait, souvent, ce qui se passe dans ma manière de travailler sur un texte ou dans un pays, et par exemple, il me faut un élément déclencheur. Et par exemple, j'ai publié en 2013 un roman intitulé Ballade d'un amour inachevé, donc, dont l'histoire se déroule dans les Abruzzes, à L'Aquila, en Italie. Et l'élément déclencheur, ça a été le tremblement de terre de 2009. Donc j'ai besoin d'un élément comme ça pour pouvoir partir. Et les États-Unis, c'est vraiment un pays j'ai envie de dire, qui m'habite depuis mon enfance. C'est comme de nombreux Haïtiens. Et on a tous de la famille, on a tous des amis, on a tous des gens aux États-Unis et au Canada aussi. Mais les États-Unis, c'était là. Donc il fallait que ça sorte. Il y a un certain nombre de choses qui font que. Et puis il y a eu ce tragique événement, donc on dit la mort de George Floyd, mais il ne s'agit pas d'un roman. Parfois les gens, pour aller vite, pour dire oui, c'est un roman sur la violence policière ou c'est un roman sur la mort brutale de George Floyd. Non, c'est plutôt une traversée des États-Unis à travers un certain nombre de thématiques, dont justement les tensions raciales, bien sûr, mais aussi le sport universitaire qui est très présent dans le livre, mais aussi la musique. Vous parlez du titre, hein, Milwaukee Blues, le gospel, le jazz, le blues, ou le rôle de l'argent dans ce pays. C'est-à-dire quand on vient, comme le personnage du roman Emmett, d'une famille défavorisée, monoparentale, donc comment échapper au déterminisme social, comment faire en sorte qu'on puisse avoir plus tard, devenu adulte, une vie digne, en fait. Donc c'est tout ça que raconte le roman. Je reviens justement sur ce roman. Vous dites un jour ou l'autre, j'aurais écrit un livre sur les États-Unis ou qui se situe aux États-Unis. Et c'est vrai que dès la première page, on est assez stupéfait et admiratif de la façon dont vous devenez un écrivain américain, parce que on l'entend vraiment, cet homme qui ouvre le livre. C'est un commerçant pakistanais du quartier de Franklin Heights, je pense que ça se dit à peu près comme ça, qui est un ghetto au nord de la ville de Milwaukee. Et lui, ce commerçant, il exprime un remords qui sûrement va qu'il aura toute sa vie, d'avoir appelé la police pour dénoncer ce type d'une quarantaine d'années qui a tenté de le payer avec un faux billet. Et en fait, il doit le faire parce que c'est la loi, voilà, aux États-Unis, c'est comme ça. Et ce type, il ne le connaît pas, et nous apprenons qu'il s'appelle Emmett, et c'est le héros, donc, en creux de votre livre. Je dis en creux parce que comme il va mourir à la suite de cette arrestation, étouffé sous le genou d'un flic que vous nommez Gordon, en fait, on va découvrir son destin à travers les récits de ceux qui l'ont connu, l'enfance, l'université, le retour dans son quartier, quand sa carrière de footballeur sera brutalement arrêtée, et jusqu'au jour fatal. Et c'est à partir de ce jour fatal que tous ceux qui apprennent la nouvelle de sa mort vont finalement plus ou moins se retrouver et converger dans une marche qui, elle, aura bien lieu dans la ville, et dont la préparation donne un formidable mouvement et élan à votre roman. Alors, je cite l'institutrice qu'on a entendue au début de notre causerie, Louis-Philippe d'Alembert, cette institutrice qui était celle d'Emmett et qui dit « Ce n'est jamais évident de se dire qu'on s'est battu toutes ces années pour des clopinettes, voire pour rien du tout. » Et elle a donc eu dans sa classe Autrine, dite Otis, Stockley qui va tourner dealer, et puis Emmett, qui avait un très beau potentiel. Mais ce qu'elle dit de se battre pour des clopinettes, est-ce que c'est un sentiment que éventuellement vous ressentez vous-même? Je m'attendais à celle-là. Oui, évidemment. Je crois que dans le cas de cette institutrice, il y a le temps qui passe aussi. Il y a le temps qui passe, et quand on arrive à un certain âge, on commence à mesurer les choses à l'échelle d'une vie.
et d'une seule vie. On se dit, tiens, voilà, justement dans le cas de cette tension raciale ou du racisme aux États-Unis, c'est une femme, elle est blanche, elle vient des beaux quartiers, elle s'est battue justement pour que la société états-unienne soit moins cloisonnée. Et quand on arrive à la fin presque de sa vie, on fait un peu le bilan. Et qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et le bilan qu'on fait souvent a un rapport à la mort, en fait, notre propre rapport à la mort. C'est-à-dire que si on s'attend on la voit venir avec sérénité, le bilan est moins négatif, en fait, souvent. Mais quand les gens, elle est croyante, donc elle ne sait pas, j'ai envie de dire, si elle va aller au paradis ou si elle va aller en enfer. Donc forcément, le bilan n'est pas le même que quelqu'un qui aurait été peut-être pas croyant. Donc, mais il faut mesurer les choses pour une société sur une autre échelle, en fait, qui ne peut pas être l'échelle d'une vie, parce que ça avance finalement. Ça, même dans un pays comme les États-Unis, cette tension raciale dont on parle, qui existe dans les faits, mais en même temps, il y a eu d'énormes avancées dont on ne se rend pas compte nous-mêmes, si vous voulez, parce qu'on aurait aimé qu'aujourd'hui, voilà, qu'on fasse une révolution, que ça change du jour au lendemain, que ces problèmes disparaissent tout de suite et qu'on passe à autre chose. Or, d'un point de vue technologique, l'humanité avance à une vitesse incroyable, à une vitesse folle, et qui nous échappe parfois, justement. Mais au niveau des mentalités, c'est beaucoup plus difficile. Ça prend un temps fou. Mais il y a des progrès, il y a des avancées. Les lignes sont bougées. D'une certaine façon, et ce personnage, cette institutrice, eh bien, elle se dit que non, c'est pas assez vite, parce qu'en plus, il s'agit d'un de ses anciens élèves qui meurt dans ces conditions atroces. Donc forcément, elle a un petit coup de blues, pour reprendre le titre du livre, en fait. Alors, il y a Obama, il y a le futur, peut-être, maire de New York, qui est justement un ancien policier noir, antiraciste, évidemment. Enfin, évidemment. Non, parce qu'il y a Condoleezza Rice, il y a Colin Powell, que je ne mettrai pas dans le même panier que ces gens-là, en fait. Absolument. Donc, de toute façon, la couleur n'explique jamais rien, et vous le dites assez clairement dans ce livre, et depuis tous vos livres, d'ailleurs, voire Noire blessure, par exemple. Mais ce que je voulais souligner avec la remarque de cette institutrice, c'est que donc un roman ne va pas changer les choses, pas plus que la poésie engagée pouvait le faire. Et pourtant, il y a eu chez vous la nécessité d'écrire sur ce sujet. Alors vous remontez à Eric Garner en décembre 2014, qui lui aussi avait dit « Je ne peux pas respirer » avant George Floyd. Donc on ne peut pas dire que vous sautiez sur un fait d'actualité comme ça, mais vous avez parlé d'un élément déclencheur. Or, par exemple, sur Ballade d'un amour inachevé, ça vous a permis, ce séisme de l'Aquila, ça vous a permis de parler aussi d'Haïti et du séisme de 2010, de ce traumatisme du 12 janvier qui a tellement bouleversé votre île, et dont il y a eu encore une secousse là en août dernier. Mais vous avez aussi parlé des migrants dans Mur Méditerranée, donc on peut quand même pas dire que vous soyez complètement au-dessus des préoccupations qui traversent le monde d'aujourd'hui. Non, j'en suis absolument incapable. Alors le déclencheur, c'est quoi ? Le déclencheur, justement, ça a d'abord été Eric Garner. Pardon, mais j'ai dû mettre ça de côté pour passer à autre chose, parce que la métaphore que j'utilise souvent pour un écrivain, c'est quelqu'un qui serait enceinte de plusieurs bébés, mais comme tous les bébés ne peuvent pas sortir en même temps, donc il faut bien qu'il y en a un qui sorte après l'autre. Donc en 2014 déjà, c'était dans un coin de ma tête, en fait. Mais il faut dire aussi que je suis sensibilisé à cette thématique depuis très très longtemps.
C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai parlé de René de Pestre, et je vous ai parlé de Nicolas Guillen, le poète cubain, par exemple. Donc, et puis, je me rappelle, en classe de 6e, le premier livre que j'ai eu, j'en ai eu 2 comme ça, comme comment dire, cadeau comme prix de français. Ça a été un livre sur Langston Hughes, donc justement, et donc le poète que vous citez, justement. Et puis donc c'est vraiment une thématique qui est là, à laquelle je suis confronté dans mes déambulations à travers le monde, ici en France, aux États-Unis ou en Italie ou ailleurs. Donc il a fallu un moment que ça sorte, et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée d'écrire un roman sur les États-Unis. C'est-à-dire que on écrit aujourd'hui sur les États-Unis un certain nombre de thématiques presque qui s'imposent à nous. C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui écrire, si on veut, un roman comme je fais. Je suis, j'ai envie de dire, un romancier du réel, vraiment. Donc, je peux difficilement passer à côté de cette thématique-là. Donc, mais comme je l'ai dit aussi, justement, il ne s'agit pas que de ça. C'est-à-dire que les tensions raciales participent presque, j'ai envie de dire, de l'identité des États-Unis, comme le sport universitaire, comme une société, j'ai envie de dire, pour caricaturer, de l'entertainment. Donc, je ne sais pas comment on pourrait le traduire en français. On a pas une société du spectacle, mais bon, tout est chaud d'une certaine façon, ou la musique, la tradition qu'on retrouve par exemple dans le roman Milwaukee Blues, ce qu'on appelle les protest songs, donc les chansons de protestation, de révolte qu'on trouve chez Bob Dylan par exemple, que je cite dans ce roman, Blowing in the Wind par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose qui participe de l'ADN des États-Unis. Donc forcément, à un moment donné, quand on parle de ce pays-là, si j'ai envie d'écrire un grand roman états-unien, donc c'est des thématiques qui viennent à moi. Et en fait, souvent, cette thématique s'empare de nous sans qu'on le veuille. Et alors, il y a un autre sujet qui est très, très important en ce moment, hein, c'est le rapport entre race et classe. Et à un moment, le coach du footballeur que voulait devenir Emmett dit le petit gars, en parlant de lui, le petit gars d'un ghetto noir de Milwaukee, élevé dans la foi pentecôtiste par sa mère, catapulté dans un univers de blancs catholiques issus des classes moyennes aisées, ça se voyait qu'il était largué, il ne connaissait pas les codes, il semblait tout le temps sur le qui-vive à l'image d'un animal lâché en milieu hostile. Alors, à plusieurs reprises dans votre livre, il y a cette description d'une espèce de déterminisme auquel Emmett aurait pu échapper par le sport. Mais imaginons qu'il ait réussi. Le problème ne se poserait pas de la même façon. C'est-à-dire que, surtout dans une société comme celle des États-Unis, et bien sûr, ça ne signifie pas pour autant qu'il ne ferait pas face parfois au racisme, hein, c'est évident, mais il ne ferait pas face à ce racisme-là avec la même violence, en fait, si on veut. Là, il prend en pleine figure à la fois le mépris de classe et le racisme. Donc, c'est-à-dire que c'est ces deux choses qui arrivent comme ça pour un gamin de ce type-là, et puis qui, comme vous l'avez dit, ne connaissant pas les codes, il est encore moins à l'aise, hein, en fait, d'une certaine façon, quand il va quelque part. Il a toujours cette impression de ne pas être légitime d'une certaine façon, de ne pas avoir le droit d'être là. Et forcément, s'il avait grandi dans une famille qui avait pu l'envoyer à l'université, qui était devenu ce qu'on appelle là-bas souvent un professionnel, où il peut aller très facilement, il sait comment se déplacer. Donc, il n'aurait pas fait ça de la même façon. En fait, ce que je dis souvent, le gros mot aux États-Unis, ce n'est pas tant la race que la classe, vous l'avez dit. C'est-à-dire que les problèmes de classe, pardon, c'est des mots dont ça n'existe pas. Il ne faut pas en parler. C'est-à-dire, on a une société où on a l'impression que si tu as du mal à boucler tes fins de mois,
c'est de ta faute. Ça veut dire que tu n'as pas travaillé assez. On connaît ça ici en France, travailler plus pour gagner plus. Et donc, c'est un petit peu ça, l'idée. C'est de ta faute. Autrement, c'est toi le coupable. Alors que, en principe, tu es victime d'un système économique qui fait que tu te retrouves à te battre, à travailler, je sais pas, à faire 2-3 boulots comme le fait le personnage d'Emmett, par exemple, mais c'est de ta faute si tu n'as pas réussi. Donc c'est ça le vrai problème. Et une société qui érige, si vous voulez, l'argent et le travail, surtout l'argent à cette hauteur-là, à ce niveau-là, c'est une société qui est souvent sans... J'ai envie de dire, sans état d'âme. On n'a pas d'empathie pour les plus faibles. On les laisse pratiquement sur le bord du chemin. C'est-à-dire, c'est une société ultra-capitaliste, mais brutale. Un capitalisme, un libéralisme à visage inhumain, comme je dis parfois. Et il n'y a pas de relais étatique, en fait. Il peut y avoir avec justement l'église ou les communautés ou des gens comme ça qui essayent de, quand tu tombes sur le bord du chemin, qui te tendent la main. Mais c'est pas Alors l'État qui va le faire. justement, c'est quelque chose de très important chez vous. La religion, et plus encore que la religion, les textes sacrés. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est, par exemple, il y a le très beau personnage de Ma Robinson, qui est cette ancienne gardienne de prison qui est devenue pasteur, et à travers elle, donc, on suit un peu toute la vie de la communauté protestante. Alors maintenant, est-ce qu'on peut considérer que la religion importe énormément pour vous jusqu'au point que vous ayez envie d'en être un passeur? Peut-être êtes-vous croyant, peut-être est-ce l'amour de ces textes, Non, pas du tout. de la langue, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous rattache Voilà, c'est ça, aux écritures, on va dire? c'est ces textes, c'est ce que ça dégage, c'est la langue, c'est l'univers, comment dire, c'est un univers vraiment où on trouve de tout, de tout. Souvent, il y a cette question que tout le monde se pose: si je devais me retrouver seul sur une île déserte avec un livre, quel livre je prendrais? En fait, aujourd'hui, on dirait avec un téléphone, quel téléphone je prendrais, mais si c'est un smartphone ou un iPhone ou je sais pas, et ainsi de suite. Donc, dans la Bible, par exemple, il y a de tout. Donc là, vous êtes en train de répondre que vous prendriez la Bible. Oui, parce qu'il y a de tout. Il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de guerre, il y a des histoires de jalousie, il y a des histoires de réussite ou d'appauvrissement brutal. Il y a des poèmes d'amour érotiques, très érotiques. Et il y a vraiment des textes où, en fonction de son humeur, en fonction de ce qu'on peut trouver. Donc, mais du coup, en partant de la Bible, j'ai lu, j'ai pu lire les autres aussi, ou la Torah, ou le Coran, parce que c'est vraiment... il n'existe pas d'humanité sans spiritualité d'une certaine façon. C'est-à-dire que les êtres humains en ont besoin. Ils s'en servent, ils l'utilisent souvent à mauvais escient, parfois à bon escient. Dans le cas de Ma Robinson, qui est une ancienne gardienne de prison devenue pasteur, qui n'est pas dupe de ce qui se passe dans la société états-unienne, mais en même temps, et qui s'appuie sur ce levier-là, sur la Bible, pour amener sa communauté à plus de solidarité et pour aussi aller vers une forme d'humanisme. Et en fait, donc, elle est bien consciente de ça, et quand elle voit au moment de l'homélie et à la fin des funérailles, elle voit dans la salle qu'il y a des Noirs, des Blancs, des Asiatiques. Elle en est très contente, et c'est là qu'elle va citer, comment dire, le Christ à la fin du livre, où elle dit: je ne suis ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Donc elle ajoute ni noir, ni blanc. Donc c'est-à-dire, quand elle dit je ne suis ni juif, ni grec, ça veut dire que je suis un être humain, tout simplement. Et c'est ce que vous montrez, je me souviens de ce livre, justement, Avant que les ombres s'effacent, où vous nous appreniez que
qu'en Haïti, en 1939, a été adopté un décret-loi qui octroyait la naturalisation haïtienne immédiate à tous les juifs désireux de l'obtenir. Donc, c'est un peu toujours votre ligne. Mais je voulais quand même vous demander, enfin, pas vous demander, mais constater et voir si vous êtes d'accord, pour dire que cette Amérique que vous rêvez à plusieurs endroits du livre avec certains de vos personnages, c'est tout le contraire que nous avons devant les yeux et que nous avons aussi depuis quelque temps en France, c'est-à-dire cet écartèlement, ce cloisonnement de chaque cloisonnement identitaire, que ce soit justement de genre, etc. Est-ce qu'il faut en passer par l'extrême de ces revendications pour aboutir à ce que vous décrivez comme un futur joyeux, heureux? Pas nécessairement. C'est un pays comme tous les pays qui essaient, je l'ai dit tout à l'heure, de faire bouger les lignes. Bien entendu, encore une fois, ça n'avance pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait sur le plan humain. C'est aussi, mais en même temps, sous des dehors très rationnels, c'est un pays des extrêmes, en fait. Et c'est un pays ultra puritain, si vous voulez, mais en même temps, c'est un pays de l'industrie pornographique, hein, et en même temps. Donc, on a les deux extrêmes. C'est un pays où il y a un racisme systémique dont on parle, mais c'est un pays où on a un métis qui devient président. Ou ce qu'on ne voit pas encore dans les pays européens qui peuvent donner des leçons, par exemple. Donc, si vous voulez, il y a ces extrêmes-là qui sont là et où on peut partir absolument de rien et devenir très, très riche. Et c'est où, en même temps, aussi, on peut très vite, on peut être riche et se retrouver au bord du chemin, et ainsi de suite. Donc, bien entendu, dans les médias et comment dire, sur Internet, on nous présente quelque chose de complètement manichéen et de monolithique, si vous voulez, et c'est ce que j'ai voulu éviter dans le roman. C'est-à-dire, vous l'avez souligné au départ, en écrivant un roman choral, et cette polyphonie sert à ça, c'est-à-dire que sert à nuancer les points de vue et de ne pas avoir en bloc et une société qui, comme toutes les sociétés, a ses contradictions, a ses difficultés, et c'est peut-être pas ma société idéale. C'est la raison pour laquelle je ne me suis jamais installé complètement dans ce pays, mais en même temps, c'est un pays qui fait face à des difficultés comme toutes les sociétés. Mais comme ce qui se passe dans cette société-là, dans cet État-nation qui est plus jeune que les États-nations européens, par exemple, forcément, les choses se font ou se manifestent avec plus de brutalité. C'est signe, j'ai envie de dire, de vitalité, que cette société bouge, que cette société se cherche et cherche à résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, quels que soient les moyens. Quels que soient les extrêmes qu'on peut voir vus d'ici, ça fait un peu extrême, mais en même temps, ça bouge, je pense. Ouais. Alors, il y a une très belle phrase d'Emmanuel Lévinas que je voudrais vous entendre commenter, donc que vous citez dans ce livre, Milwaukee Blues. « La véritable paix est apolitique. Elle consiste à avoir l'autre dans sa peau sans réciprocité. » Oui, maintenant, c'est difficile d'interpréter. Ça ne peut être que mon interprétation. Peut-être que Lévinas ne voulait pas dire. C'est ça que je vous demande. C'est se glisser dans la peau de l'autre et sans attendre de contrepartie nécessairement. C'est-à-dire ce que Ma Robinson a essayé de dire dans son homélie à la fin du texte, c'est de dire que à un moment donné, que les gens qui se lèvent un matin, qui décident d'aller à cette manifestation, de se dire que tiens, voilà, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas mon ami, mais il a été assassiné de manière injuste, donc je veux y aller. C'est un noir comme moi, c'est un blanc, et c'est un blanc qui n'est pas noir comme moi, c'est un asiatique qui n'est pas comme moi, mais c'est un être humain. Donc, et elle, ce qu'elle disait, quand on sent que nous, chaque être humain, un homme, noir, blanc, une femme, et il lui arrive quelque chose d'injuste, moi j'ai envie, je me sens mal à l'aise, j'ai du mal à dormir,
Et c'est là que je dis que, tiens, je me suis glissé vraiment dans la peau de l'autre. Je n'ai pas besoin d'être une femme pour comprendre les problèmes des femmes. Je n'ai pas besoin d'être un blanc pour comprendre les problèmes des blancs. Je n'ai pas besoin d'être un asiatique, mais je peux comprendre un certain nombre de problèmes d'être humain. Donc, c'est-à-dire être dans la peau de l'autre et quand vraiment ça m'empêche d'une certaine façon de dormir, et c'est là que, voilà, je suis pleinement humain. Je n'attends pas de réciprocité, forcément. Vous avez pour ce livre, Louis-Philippe d'Alembert, la caractéristique, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, d'être finaliste du prix Goncourt 2021, qui sera remis demain, mercredi, puisque nous sommes mardi 2 novembre, jour des morts, qui est un jour très important en Haïti, votre pays natal. Bon, vous êtes couvert de prix déjà. Donc je ne vais pas tous les citer, ils sont faciles à trouver. Qu'est-ce que ça voudrait dire ou qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que j'ai déjà reçu, oui, je sais ce que ça veut dire. Et les autres... La possibilité du concours, comme disent. Vous savez, je suis un romancier, mais je ne vis pas dans la fiction. C'est-à-dire que... Et comme je vous l'ai dit, je suis un romancier du réel. Donc, je parle de ce que j'ai vécu, de ce que je vis, de ce que ça m'apporte. Pour le reste, je suis incapable de vivre des choses par anticipation. Je n'ai jamais écrit de roman d'anticipation jusqu'à présent. Peut-être que ça arrivera un jour, mais j'ai besoin de vivre les choses pour pouvoir en parler vraiment, quoi, en fait. Alors, vous ne l'avez pas encore vécu, mais vous connaissez par cœur la manifestation littéraire qui se tient au moment de la fête Dieu à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, et vous en serez l'invité d'honneur. Cette année, ça s'appelle Livre en folie. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de cet événement qui a lieu chaque année, ou presque, parce que c'est tellement difficile en ce moment que c'est pas sûr que ça se tienne, mais qu'on imagine un peu qu'Haïti n'est pas seulement ce qu'on entend non, ça a eu lieu. jour. Ça a eu lieu pendant les 2 années de Covid, mais malheureusement en distanciel, pour utiliser le néologisme qu'on emploie depuis 1 an et demi, et par visioconférence et ainsi de suite. Donc, ce qui n'est pas la même chose que cette manifestation qui est énorme, une très grande manifestation, où autrefois ça se faisait en un jour, mais maintenant c'est sur plusieurs jours, et où les gens viennent et achètent des livres à foison. Les livres, l'achat est subventionné par une ou des banques privées, si j'ai bonne mémoire. Donc c'est vraiment la manifestation littéraire de Port-au-Prince, et pour laquelle j'avais été invité justement l'année dernière, cette année, donc je n'ai pas pu y aller à cause du Covid, et en espérant que, l'année prochaine, je puisse y aller. Donc, rien n'est dit, mais j'aimerais bien, mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus, malheureusement. Oui, parce que c'est très compliqué chez vous. Alors, on va se quitter en écoutant un petit peu un autre de vos talents, qui est donc celui de poète. Un poème de circonstance, puisque cette causerie s'achève, que je renvoie les auditeurs à la parution de votre livre Milwaukee Blues, Louis-Philippe d'Alembert, chez Sabine Vespizer. Et là, on va entendre donc le poème Partir, qui vient du recueil, je crois que c'est En marche sur la terre, ou un plus ancien ? Non, c'est En marche sur la terre, donc chez Bruno Doucet. À vous, et merci encore d'être venu. Départ. Partir comme on laisse l'enfance, sans savoir le néant, en s'éloignant les yeux rivés au rêve et les pieds à la cadence du chemin, long parfois jusqu'à l'épuisement. Partir sans un regard pour la statue de sel à la croisée du doute. Partir en réponse primitive à l'appel du dehors, en candide négation de la poussière primale. Qu'importe l'arrivée, moins encore l'heure, ou le temps musardé le long de la vie, ne pas s'attarder toutefois au comptoir de ravitaillement, ni les délices de l'amour, ni l'ivresse de l'amitié. Qu'importe l'arrivée si le jeu de la vie est de meubler l'intervalle entre ici et ailleurs, entre hier et demain, qu'importe. Mais s'en aller,
dans la fulgurance de la chair.